Nous sommes toujours avec Antonin Morillon, généticien cellulaire, directeur de l'unité de recherche dynamique de l'information génétique, base fondamentale et cancer à l'Institut Curie. Dans l'épisode précédent du podcast Tête chercheuse, Antonin Morillon nous a expliqué comment la recherche sur le dark génome et les dark antigènes avait permis ces dernières années des innovations thérapeutiques majeures dans la lutte contre le cancer. Antonin Morillon est très attaché à la figure de Marie Curie. Scientifique mondialement reconnue et double prix Nobel, Marie Curie a consacré sa vie à promouvoir la science. Marie Curie a compris très tôt l'importance de faire travailler ensemble médecins, scientifiques et intellectuels du monde entier. Cette interdisciplinarité pose, dès 1909, les principes fondateurs de l'Institut Curie. Antonin Morillon a tenu avant toute chose à m'emmener voir le jardin de Marie Curie. C'est énorme, hein ? Ouais. C'est une cité, en fait. C'est un campus qui a été créé. On va faire le tour comme ça je te ramènerai je te fais le petit tour. Toi, tu es déjà allé au fond, là-bas à droite. Jean-Léon Maître. Jean-Léon Maître. Attention. Et on va prendre à droite et on va tomber sur l'Institut Henri Poincaré, où était Cédric Villani quand il était encore ici. Donc c'est les mathématiques là. Ouais. Ça c'est l'IBPC, là c'est où j'ai fait ma thèse. D'accord. Et c'est là qu'a été fondé le CNRS. À chaque niveau, quand ils ont créé ce bâtiment, à chaque niveau il y avait une science. Donc il y avait la biologie au 2e étage, la chimie au 3e, la physique au 1er, et après ils ont mis les mathématiques, je crois, au dernier, avec qui est maintenant de l'informatique. Donc Institut de biologie physico-chimique, IBPC, c'est le nom du truc. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la biologie. Et les gens qui ont créé cette structure-là, après, ont créé le CNRS, en se disant, on va faire ça à plus grande échelle, au niveau national. Mais là aussi, je suis venue. Donc ça, c'est l'Institut Curie. Et ces sous-sols-là, ils sont, ils touchent les sous-sols à proximité du jardin de Marie Curie. Donc là, tu vois, tu as un amphithéâtre. Et juste à droite, tu as le musée Curie, là, tu vois, c'est marqué. Ouais. Tu peux rentrer, c'est gratuit, je crois, l'entrée. C'est vraiment juste les bureaux, c'est vraiment sympa. Voilà. Et ça, c'est le jardin. Et voilà. Regarde, Marie Curie, à un certain âge, sa famille. Et alors, elle était sur ce balcon, tu vois, il est là, le balcon. Parce que là, il y a une photo de Marie Curie où on la voit sur un balcon. Et là, accoudée à un balcon, et c'est ce balcon-là. Regarde, la photo, elle a été prise Là. à cet endroit-là. Donc là, c'était ces labos. Les labos étaient plutôt là-bas, dans l'Institut du Radium. Et là, c'était ses bureaux. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, comme nous dans les couloirs, un coup elle allait, un coup elle revenait. Le jardin, malheureusement, il est en travaux, mais c'est un beau jardin. Donc quand elle a créé la Fondation Curie, avec son mari ici, elle a posé 2 conditions. La première, c'est que la recherche fondamentale et l'hôpital soient en même temps. Et la deuxième condition, c'est que la jardinière soit conservée jusqu'à sa mort. Et la jardinière, son job premier, c'était d'entretenir les arbustes là, qui ont l'air d'arbustes, mais c'est des rosiers. Et au moment de la floraison des rosiers, c'est juste magnifique. Ah, donc on est un peu trop tôt. Là, on est un peu trop tôt. Fidèle à l'esprit de Marie Curie, Antonin Morillon est convaincu de la nécessité de réunir dans un même lieu la recherche fondamentale et la clinique. Et un point, moi, sur lequel vraiment, aujourd'hui, j'essaye de communiquer le mieux possible, c'est que avoir une activité de recherche fondamentale liée à une activité de recherche, on va dire médicale, proche du médical, c'est possible. Et c'est la même science. Et c'est les mêmes personnes. On a souvent opposé la recherche fondamentale d'un côté, dépourvue de but, mais qui était absolument nécessaire. Je suis un militant acharné de la recherche fondamentale, qui est vraiment le cœur de toutes les découvertes. Et bien souvent, on fait des découvertes en recherche fondamentale qu'on n'avait absolument pas anticipées. Donc, il faut avoir un maximum de diversité dans cette recherche-là, même sur des choses qui nous paraissent totalement éloignées de tout but médicaux ou agroalimentaire. C'est la compréhension de la vie de la cellule en biologie. Et ça peut être un champignon qu'on voit qu'au pôle Nord, ou ça peut être une petite souris qui n'a aucun intérêt pour personne, ou une chauve-souris. Le Covid, par exemple, a démontré que ça aurait été peut-être intéressant d'aller chercher, ou des virus. Donc la recherche fondamentale, elle est ultra nécessaire en biologie. Mais du coup, on a souvent opposé ça.
Est-ce qu'on met de l'argent dans le fondamental ou est-ce qu'on met de l'argent dans le médical? Et c'est très simple de vendre du médical. Je vais soigner ton cancer, je vais soigner ton Alzheimer. Là, tout le monde a envie de mettre de l'argent et que l'argent puisse arriver. Mais du coup, ça assèche le fondamental. Ouais. Et moi, je pense réellement qu'on peut faire l'un et l'autre au sein même d'une équipe. Et ça, c'est ce que permet Curie, par exemple. Curie est un exemple incroyable de ça. L'environnement de Curie vous permet... L'environnement Curie fait ça. Marie Curie voulait de la recherche fondamentale. Elle avait déjà l'intuition, et c'est très important de le souligner, de dire que il faut faire de la recherche fondamentale, il faut laisser la recherche fondamentale s'épanouir, parce que c'est le cœur du réacteur pour toutes les découvertes scientifiques qui peuvent être des découvertes médicales, mais pas que. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir un hôpital, qu'on peut avoir des gens qui s'interrogent sur comment récupérer ce savoir fondamental et l'appliquer d'une manière ou d'une autre à des thérapies, à du diagnostic, pour finalement progresser dans un cancer qui ne doit plus être une maladie dans 20 ans. Voilà. C'est ça, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est ce que vous me racontiez quand on est arrivé. Tout à fait. Le jardin de Marie Curie, qui voulait qu'il y ait un hôpital et en même temps un lieu où on fasse un centre de recherche fondamentale. Et c'est là qu'on est. C'est ce qu'on appelle l'esprit Marie Curie. Comme Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie, qui s'inquiétait dans une tribune quelques mois après l'élection de Donald Trump de l'avenir de la science, Antonin Morillon nous rappelle la place essentielle des États-Unis pour la recherche scientifique. Les États-Unis, dans la recherche scientifique, qu'elle soit académique ou privée, c'est le leader mondial. Si aujourd'hui on casse ce leader, les vocations vont disparaître, les gens vont se détourner de la recherche, et surtout on va avoir un frein majeur qu'on pourra rattraper si les investissements reviennent à niveau, mais qui vont mettre des années. Et c'est toutes les recherches, la météo, on comprend pourquoi, mais l'infectiologie, qui sont les deux premières recherches qui ont été touchées aux États-Unis, au-delà des sciences sociales, pour aussi les raisons qu'on peut comprendre. La biologie, à part l'infectiologie, n'était pas touchée. On a appris récemment, les grandes universités américaines ont été touchées. On a entendu parler Harvard, Columbia il y a quelques temps. Princeton. Et c'est à l'américaine. Du jour au lendemain, des dizaines, des centaines, des milliers de chercheurs n'ont plus de salaire. C'est fini. On coupe tout. Il n'y a pas 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente. Ils sont à la rue. Les postdocs, les thésards, les ingénieurs, tout le monde. Donc des investissements massifs qui vont plus du tout être opérationnels, il va y avoir une perte de compétences et une perte de temps. Donc c'est catastrophique. En plus de ça, ce qui est attaqué derrière, c'est le modèle de la recherche indépendante. Pourquoi il y a coupure budgétaire? Parce que ce ne sont pas les choix stratégiques d'un gouvernement ou d'un État. Et là, on touche... Ou son idéologie. Ou d'une idéologie. On touche vraiment le cœur. C'est normal qu'une recherche fondamentale soit orientée par le besoin d'un État. C'est normal qu'il y ait une recherche publique. On ne peut pas juste dire au privé, c'est toi qui définis ma recherche, parce que ça va être que du business. Maintenant, on comprend aussi qu'un État, s'il n'est pas dirigé par les bonnes personnes, il peut aussi dire à la recherche, moi je veux cette recherche-là. On l'a vu dans le passé, l'histoire nous l'a montré. Donc une recherche académique indépendante est absolument nécessaire. Et là, ce qui est en train d'être cassé, c'est vraiment ça. Donc au-delà de l'impact sur l'efficacité de la recherche et sur sa trajectoire aujourd'hui, c'est aussi un impact sur le modèle de la recherche. Il y a la question de l'obscurantisme aussi. Ça, quand on est un chercheur comme vous... C'est une catastrophe. Le résultat scientifique n'est pas de la croyance, c'est des faits. Il faut absolument vérifier les choses, que d'autres personnes les vérifient, les valident, les répètent, les changent, les hypothèses sont validées ou invalidées, c'est la recherche, elle est comme ça. C'est ça qui est important. Mais à la fin, c'est des faits. Je crois que la Terre est plate, c'est une croyance. Dire que la Terre est ronde, c'est un fait scientifique. Et aujourd'hui, effectivement, on banalise la science comme une croyance. Je t'accorde autant de crédit à toi qui crois que la Terre est plate que à toi qui me dis que la Terre est ronde parce que tu as un télescope. Non. Et ça, c'est pour nous, société européenne et en particulier en France, c'est des choses qui sont inacceptables. Je veux dire, dans notre histoire de la construction scientifique, c'est inacceptable. Que cet obscurantisme gagne du terrain, on peut comprendre qu'il y ait une idéologie derrière, qu'il y ait des gens qui attisent ce genre de choses, qu'il y a des buts politiques et des buts... c'est des questions de pouvoir, en fait, à la fin, et de manipulation. Mais nous, scientifiques, on est concernés. Antonin Morillon
s'interroge sur la place des chercheurs et de la transmission de la culture scientifique dans la société et sur la nécessité de s'engager dans la vie de la cité. Il y a une prise de conscience, de plus en plus, chez les politiques, par exemple, de nous faire venir dans les parlements. Et même, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est une personnalité que j'avais rencontrée il n'y a pas très longtemps, de dire que nous-mêmes scientifiques, soyons des politiques. Pas des politiques, ne faisons pas de la politique, mais soyons des politiques, rentrons nous-mêmes au Parlement. L'opinion politique, c'est pas ça l'objectif. Chacun défend son opinion politique. Non, c'est de porter une voix. Mais porter la voix de la science est extrêmement important. Et qu'on puisse remonter au sein du Parlement, qui est la première des places, mais au sein des gouvernements, être entendu et être consulté régulièrement par les décisionnaires politiques, président, ministre, etc. C'est des choses qui sont pas bien faites. Nous, on n'y est pas. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a une voix à porter. On n'a pas la voix, c'est pas nous qui portons la vérité, mais sur des sujets aujourd'hui qui sont justement sur le sachant, sur la science, qu'elle soit humaine, dure ou biologique, on doit être en capacité d'être présent dans la société et d'être présent dans le monde politique. Et ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas... moi, je le dis, hein, j'y suis pas. Hein. Mais nous, tous, scientifiques, on doit retourner dans les écoles. Il faut qu'on aille dans les écoles, qu'on montre aux enfants que la science est importante pour plein de raisons, que ce soit la découverte scientifique, l'avancée de l'humanité sur des connaissances ou des applications médicales ou technologiques extrêmement intéressantes, et ça, la science est là, mais aussi pour porter cette culture scientifique, non pas de l'opinion, mais du fait. Antonin Morillon est aujourd'hui directeur de l'unité de recherche dynamique de l'information génétique, base fondamentale et cancer à l'Institut Curie. Il est aussi chef de l'équipe de recherche ARN non codant, épigénétique et fluidité des génomes. Volleyeur, il n'a jamais cessé de faire du sport collectif et il aime y voir un parallèle avec le travail en équipe dans son laboratoire de recherche. Il va même jusqu'à imaginer que le monde scientifique puisse s'inspirer du monde du sport. Quand on prend par exemple le foot, le rugby ou ces sports collectifs qui ont besoin de récupérer des jeunes pour très tôt, qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils y vont dans les écoles. Ils y sont là. Hein. Ils vont chercher très très vite, très tôt, ils vont faire de la découverte, inviter. Dire voilà, venez chez nous pendant une journée, on va faire du foot tous ensemble, ou du rugby, ou du tennis, ou que sais-je. Moi, j'ai fait du sport. Oui, je sais. Et vous faites des parallèles entre le monde du sport, de haut niveau apparemment. Alors, de haut niveau. Le haut niveau, c'est toujours très relatif, mais en tout cas à haute dose. Volley. Ce que je veux dire derrière, c'est que j'en faisais plusieurs heures par jour, et tous les jours. Le week-end, le soir, etc. Et j'ai jamais arrêté. Ce que je peux trouver comme parallèle, c'est qu'au fil du temps, j'ai pris des capitanats d'équipe, puis après le coaching, et au final, je gérais des groupes de gens. Et là, vous le faites encore, j'imagine. Et aujourd'hui, je suis manager, on dit encadrant en français. Ouais. Dans le monde de la compétition, ce qu'on peut relever, c'est qu'on a un objectif commun, qui peut être on gagne ce match, on gagne ce championnat. Il y a des moments où ça ne marche pas du tout, puis il y a des moments où c'est la baraka, et ça chante dans les vestiaires. Et donc, ces deux moments-là, qui sont des moments à très forte intensité émotionnelle, il faut les gérer. Et collectivement, pas simplement soi-même, il faut savoir le gérer soi-même, mais il faut aussi savoir le gérer collectivement. Et quand on est dans la recherche, par rapport même au monde de l'entreprise, elle a ça en fait. C'est-à-dire que c'est des collectifs, on peut faire de la recherche que collectivement. Les équipes, elles sont soudées, et elles ont un chef d'équipe. Moi, je suis chef d'équipe, ou directeur d'unité. Et ce chef d'équipe, c'est lui qui coordonne les activités de tout le monde. C'est lui qui a un rôle de leader. C'est lui qui montre l'exemple. Et dans le monde du sport, c'est ça aussi. Un capitaine d'équipe, c'est ça. Et ça vous a aidé ? Et moi, ça m'a aidé. C'est-à-dire qu'il y a un tel engagement. Alors, c'est souvent sur la durée. C'est pas sur un an ou sur un championnat de quelques mois. Mais il y a un tel engagement et il y a un tel taux d'échec qu'il faut savoir gérer ça au maximum. C'est-à-dire que mon expérience, elle n'a pas marché. Et je ne sais pas pourquoi. Au même titre que j'ai perdu ce match, mais je comprends, qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
Et comment vous faites là avec votre équipe de recherche ? Alors moi, je ne sais pas ce que je fais consciemment avec eux, mais en tout cas, j'absorbe pour redonner de l'énergie après au groupe, pour pouvoir repartir, donner de l'enthousiasme, remotiver, rassurer, accompagner les gens dans d'autres choix éventuels. Et donc ça, moi, ça m'aide beaucoup dans ma façon d'appréhender mon groupe et aussi de ne pas souffrir. J'ai passé des nuits blanches à cause de matchs que j'avais perdus quand j'avais 17 ans. Je ne vais pas repasser des nuits blanches à me refaire le match de la recherche qui n'a pas marché. C'est fini, on tourne la page, on passe au point d'après. Sport de haut niveau apprend ça. Ouais. Tu perds un point, je suis très admirative. Tu passes au point d'après. Et ça, c'est tous les grands champions, toutes les équipes qui réussissent, c'est en grande partie à cause de ça. Avant de se quitter, Antonin Morillon a tenu à me faire part d'une de ses grandes inquiétudes, lui qui semble si attaché à la figure de Marie Curie. Aujourd'hui, on a une baisse spectaculaire des femmes qui viennent dans la science. Pendant très longtemps, la science était réservée aux hommes. Marie Curie est arrivée, elle a fait sa photo extraordinaire dans une conférence internationale où tout le monde est en complet gris-noir de l'époque avec son petit chapeau. Et il y a une femme au milieu, c'est Marie Curie. C'est incroyable, ils sont 100 sur la photo, il y a une femme. Bon, on est loin de ça. Et heureusement, elle a participé à ce genre de choses. Mais malgré tout, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, ou peut-être un peu moins, certains ont mis des dates plus claires là-dessus, il y a une désaffection. Les femmes ne viennent plus. Et pourquoi ? Alors, elles vont en médecine. Pour celles qui s'intéressent à la biologie, elles vont en médecine. Mais dans les autres sciences dures, dans les écoles d'ingénieurs, alors qu'elles sont mixtes aujourd'hui, Polytechnique a été une des dernières à accepter les femmes. Et puis maintenant, il y en a moins. Donc c'est triste, il y a quelque chose qui se passe en fait. J'ai une dernière question, parce que je vous ai écouté très attentivement et tout ça. J'ai l'impression que vous avez une véritable, plus qu'admiration, vous aimez beaucoup Marie Curie. Parce que vous m'en avez parlé à plusieurs reprises, et c'est plus que de l'admiration, c'est autre chose. Vous avez un rapport... C'est évident que c'est une personnalité scientifique, c'est une femme scientifique, visionnaire, à tous les points de vue, sur qu'est-ce que c'est que la recherche. Donc déjà, elle a défini début du XXe siècle ce que c'est que la recherche, c'est quand même très fort. C'est quelqu'un qui s'est déraciné de son pays pour venir vivre en France et faire sa recherche en France. De ce point de vue-là, c'est qu'à cette époque-là, c'est admirable. Ensuite, elle a une carrière scientifique incroyable, 2 prix Nobel. Et la famille Marie Curie derrière, qui est une famille avec les Joliot-Curie, qui est une famille qui a largement été beaucoup plus loin que ça, en fait. Les filles, les enfants, il y a encore un parent de Marie Curie qui travaille dans le couloir à côté. Et on collabore avec lui. Là, pour le coup, c'est une tribu, je ne sais pas comment définir. Ils étaient à la fois une très haute idée de ce que devait être une société, une très haute idée de ce que c'est que la science, mais des aussi rapports aux autres, de l'autre même, la figure de l'autre, ouais, voilà. Du vivant, de l'humain. Non, mais je sais. Ils allaient à la campagne ensemble, ils allaient faire des choses. Enfin, c'était quand même assez incroyable, ce petit microcosme. Alors, c'était certainement une classe très privilégiée, c'est sûr, mais il y avait des valeurs, et des belles valeurs humaines. Quand même, moi je suis admiratif. Ouais, je suis très admiratif de Marie Curie. Et puis ce qu'elle laisse comme trace aujourd'hui, au travers de cette fondation, je trouve que c'est admirable. Vraiment admirable. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, nous rencontrerons Anna Maria Lennon-Duménil, directrice de l'unité Immunité et Cancer à l'Institut Curie. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Louise-Charlotte Simone, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice-Anne Brassac, production Chloé Tavitian.